Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un syndrome qui affecte beaucoup de gens. La plupart d'entre nous ne connaissons pas vraiment la cause, des fois même l'existence. Il s'agit du syndrome ovarien polykystique. Qui parmi nous ont des problèmes avec leur cycle mensuel? Des cycles mensuels irréguliers, l'acné, qui présente de fatigue permanente au point qu'on en a marre, qui ont des kilos en plus et qui n'arrivent pas vraiment à le résoudre malgré les régimes alimentaires qu'ils ont pu mettre en place. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du syndrome ovarien polykystique. On vous a dit que c'est juste un problème hormonal, ou bien peut-être qu'on vous a dit que c'est juste un kyste dans les ovaires. Et si c'était autre chose? Si c'était vraiment que c'est votre métabolisme qui est en train de vous lancer un cri d'alarme. Aujourd'hui, on va les regarder à travers une loupe métabolique pour nous aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps. Et surtout, on va le faire sans jugement, sans pression. C'est quoi les causes? C'est quoi ces facteurs de risque? Voyons voir une explication métabolique d'abord. On se dira que SOPK, le syndrome ovarien polykystique, est un trouble ovarien fréquent chez la femme en âge de procréer. On l'appelle syndrome ovarien polykystique, c'est-à-dire on voit les ovaires avec des kystes dans les ovaires. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une histoire des kystes. C'est vraiment un déséquilibre métabolique qui touche tout le corps. Savez-vous que ça commence souvent par un souci avec l'insuline, cette hormone qui aide notre corps à gérer le sucre. Et quand notre corps devient résistant à l'insuline, il se produit de plus en plus et cette insuline va stimuler nos ovaires. Et qu'est-ce qui va se passer? L'insuline va stimuler nos ovaires, va se mettre à produire des hormones androgènes. Ce sont les hormones masculines. Et comme résultat, nous aurons l'acné, des poils, donc pilosité anormale, cycle menstruel irrégulier, parfois absence, parfois de difficultés à concevoir. Là, vous voyez, c'est comme si nos ovaires recevaient un message brouillé à cause d'un bug dans notre métabolisme. La fois passée, j'ai expliqué un peu comment fonctionnent les hormones qu'il y avait au niveau de la tête. Donc, il y a comme des étapes dans la stimulation de la production des hormones. Ça va de la tête, hypophyse, hypothalamus, qui stimule ensuite les autres, on s'en va vers les ovaires. Mais dans cette situation ici, c'est vraiment les ovaires qui sont censés produire des hormones. C'est parce qu'on parle d'une femme en âge de procréer. Produire l'estrogène à un moment donné et progestérone à un moment donné. C'est vrai qu'il y a aussi suffisamment de testostérone selon les besoins de la femme. Le fait qu'il y a beaucoup d'insuline, ça va aller jouer sur les ovaires et ainsi perturber sa production normale d'estrogène et progestérone, qui sont les hormones sexuelles normales chez la femme. Et au lieu de produire ces hormones-là, la femme va produire beaucoup plus d'androgène à cause d'un taux élevé d'insuline dans le corps de la femme. Environ 10 à 15% de femmes en âge de procréer présentent ce problème-là. Et de ces 10 à 15%, 50 à 70% de ces femmes sont atteintes de la résistance à l'insuline. Les facteurs des risques. Pour ce qui est des facteurs des risques, c'est ici où je parle de la situation, on ne sait pas si c'est quoi l'œuf et c'est quoi la poule. On va parler du déséquilibre, l'insuline et les hormones sexuelles, telles que je viens de l'expliquer. Étant donné qu'il y a beaucoup de résistance à l'insuline, parce que l'insuline est censée entrer dans la cellule pour faciliter l'utilisation de sucre par notre corps. Mais ici, il y a un problème. L'insuline ne joue pas son rôle pour entrer dans la cellule. Alors, l'insuline reste en train de circuler dans le sang et il y a une hyperinsulinémie. Le fait qu'il y a cette hyperinsulinémie, ça a des répercussions sur l'ovaire. Ça se manifeste par un déséquilibre au niveau des hormones sexuelles. Et une autre composante, il y a la composante génétique. Il a été remarqué que la plupart des personnes qui font le SOPK, il y en a eu dans leur famille avant. Est-ce que c'est une composante génétique? Est-ce que c'est relié au style de vie? Si ce sont les mêmes personnes qui ont continué les mêmes styles de vie? Donc tout ça, ça tourne autour. Alors là, on entre dans le facteur des risques maintenant qui sont reliés à la sédentarité. De plus on est sédentaire, plus on a des risques de développer
les syndromes ovariens polykystiques. Il y a le surpoids ou l'obésité. Plus on est sédentaire, plus on est à risque d'avoir un surpoids, d'avoir un problème de poids. Il y a un problème de poids, on a des tissus adipeux qui sont situés à des différents endroits. C'est principalement, ici je parle des tissus adipeux qui sont situés à divers endroits, mais à la longue, ils vont plus se localiser au niveau du ventre. Il y a les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, il y en a qui sont physiologiques. Il y a certains contraceptifs hormonaux qui perturbent aussi l'équilibre hormonal au niveau des hormones sexuelles. Il y a aussi le tabagisme qui perturbe. Alors, avec tout ça, le SOPK devient un facteur aussi de risque pour certaines maladies, telles que chroniques, telles que le diabète de type 2, telles que l'hypertension artérielle, telles que le taux élevé de cholestérol, tels que des problèmes cardiovasculaires. Parlons de la symptomatologie. Comment est-ce qu'on doit savoir qu'on est atteinte des SOPK, les syndromes ovariens polykystiques? La plupart des femmes présentent un cycle irrégulier ou de fois absence carrément des cycles menstruels. Certaines femmes présentent des difficultés de tomber enceinte, c'est-à-dire de problèmes d'infertilité. Certaines personnes présentent des problèmes de peau à l'âge adulte, de l'acné. Tout cela sont reliés à des problèmes au niveau des hormones sexuelles. Comme je l'ai dit plus haut, une augmentation de la production de l'androgène. Pilosité excessive au niveau du menton, ventre, dos. Ça aussi, c'est relié à la production excessive de l'androgène. Poids excessif, c'est parmi les symptômes. Surtout, c'est un poids qui est en lien avec l'accumulation des graisses autour du ventre. Il y a aussi la fatigue, la dépression, le trouble de sommeil. C'est parmi les symptômes. Il y a un état inflammatoire qui va s'installer. Alors, c'est qu'on a constaté on le sait que chaque femme est différente. C'est pour cela que certaines femmes auront un SOPK sans jamais développer de syndrome gênant et d'autres vont développer les symptômes tels que je viens de les citer. Raison pour laquelle plusieurs scientifiques ont défini SOPK selon 3 critères. Et il suffit d'avoir des symptômes pour être classé comme faisant SOPK. 2 sur 3, on est classé comme faisant SOPK. C'est quoi les 3 critères? Ovulation irrégulière ou absente, ça c'est 1. 2, hyperandrogénie, c'est-à-dire excès d'hormones mâles avec acné, pilosité. Ovaire polykystique à l'échographie, c'est-à-dire on retrouve beaucoup de petits kystes qui se développent au niveau des ovaires. C'est vraiment des follicules. Les follicules qui sont pas des particules, mais qui sont le processus normal d'évolution au niveau des hormones pour être en mesure au niveau des ovaires, pour être en mesure de produire des hormones sexuelles. Mais ici, étant donné que les ovaires sont confus, ils vont accroître les follicules jusqu'à ne pas être... Mais en augmentant la grosseur des follicules, peut-être qu'ils sont en train de penser qu'ils pourront produire estrogène et progestérone, mais ils vont se retrouver en train de plus produire des androgènes. C'est comme une confusion par rapport au fonctionnement normal des follicules, des ovaires. Et nous l'avons dit, environ 10 à 15% de femmes sont concernées par ces problèmes d'ovaires polykystiques. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas diagnostiqués et beaucoup ne savent pas comment elles se retrouvent avec des symptômes dont qu'elles ne savent pas comment expliquer. Alors, pour avoir un diagnostic, nous avons parlé du critère de scientifique que je viens de citer avec 2 critères sur le 3 cités. Mais il y a aussi des examens, des tests qui sont faits pour vraiment être en mesure
de confirmer de manière scientifique qu'il s'agit des OSOPK. Là-dedans, nous avons des marqueurs. Il ne s'agit pas d'une batterie d'examen, c'est vraiment simple. Il y a quelques marqueurs tels que la glycémie à jeun, l'insulinémie à jeun. Il y a un petit calcul aussi qui est fait pour évaluer la résistance à l'insuline. Il y a le bilan lipidique dans lequel on mesure les cholestérols, on mesure les triglycérides. Il y a aussi ce qui est très important pour voir le niveau d'inflammation de la personne. C'est même si on est à un niveau très bas, on est au début de l'inflammation chronique dans notre corps, ce test peut l'identifier. C'est le CRP ultrasensible. Donc, de manière optionnelle, certains professionnels de la santé demandent aussi de vérifier votre microbiote, c'est-à-dire l'état de bactéries, de votre flore bactérienne au niveau des intestins. D'autres recherchent aussi à savoir l'état de votre foie avec les tests hépatiques. Et les autres qui recherchent à voir les éléments, les métaux qui circulent dans votre sang, comme du magnésium, du zinc, qui sont très importants pour s'assurer que le problème de sommeil ou de dépression que vous avez n'est pas relié à une certaine carence quelconque. À cela s'ajoute, et c'est très important, le bilan hormonal qui va vraiment nous fixer par rapport aux hormones qui sont en carence ou bien en déséquilibre. L'échographie qui va nous fixer d'une manière anatomique par rapport à la présence des follicules. Et puis, ce qu'on appelle l'histoire de la personne pour être en mesure d'avoir les symptômes cliniques qui vont nous guider. Tout ceci semble technique, je m'excuse pour ça, ça semble technique, mais avec un bon médecin ou un bon naturopathe, vous pouvez avoir un plan d'action clair pour vraiment votre suivi. Le traitement, oui, le traitement est possible. Même si ça semble, on est un peu, jusque-là, on ne sait pas c'est quoi qui est la poule et c'est quoi l'œuf par rapport à la physiopathologie et aux causes même du syndrome ovarien polykystique. Le traitement est possible. Et le traitement doit être personnalisé parce que ce n'est pas toute femme qui consulte qui va voir un médecin pour les mêmes raisons. Certaines femmes qui ont le syndrome ovarien polykystique vont consulter pour des raisons de confort. D'autres vont consulter parce qu'elles ont un problème de fertilité. D'autres vont consulter pour des raisons esthétiques. D'autres, c'est vraiment pour leur santé métabolique. Alors, on commence par quoi? C'est vraiment l'alimentation. Il faut manger équilibré. Quand on mange équilibré, on a beaucoup de chances d'éviter ce problème de syndrome ovarien polycystique. Donc ici, nous n'allons pas parler d'un régime frustrant, c'est juste de petits ajustements doux qui peuvent vraiment changer notre quotidien. Ce qui aide, c'est favoriser des aliments qui ont un index lipidique bas, glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui ne favorisent pas le fait que dans notre corps, que le sucre soit retenu dans notre corps, dans notre sang. Nous avons comme les quinoa, les lentilles, les légumes verts. Ce sont des bons éléments qui ont un indice glycémique. Pourquoi je dis lipidique? Qui ont un indice glycémique bas. Manger suffisamment de protéines. Il peut s'agir des protéines animales ou végétales, tout est bon. Oui, il faut aussi introduire des graisses de bonne qualité. Quand on parle des graisses de bonne qualité, il faut savoir qu'il y a des graisses qu'ils ont classifiées, les graisses parmi les graisses saturées, les graisses insaturées. D'habitude, on dit que les graisses non saturées, ce sont les meilleures. Donc, il faut éviter les graisses saturées. Parmi les graisses saturées, nous avons comme les beurres, margarine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en manger, mais il faut le manger le moins possible. Parmi les bonnes graisses, on a les avocats, l'huile d'olive, les noix, les poissons gras.
et limiter le sucre, les sucres raffinés. Ça peut être dans les céréales, ça peut être dans la crème glacée, ça peut être dans le dans les pâtisseries, ça peut être dans le nombre de cuillerées de sucre qu'on met dans notre thé, dans notre café. Donc, tout cela, ça fait partie de sucres qui peuvent être à la base d'un déséquilibre métabolique dans notre corps et conduire à un OSOPK. Il y a aussi autre chose en dehors de l'alimentation. Ça c'est quand même en lien avec l'alimentation, parce qu'on est encore dans la partie alimentation. On peut appliquer le jeûne intermittent. Il y a plusieurs sortes de jeûne intermittent. Un jour, peut-être, si Dieu le veut, je pourrais faire une vidéo par rapport au jeûne intermittent. Il y a de sucres qui sont quand même acceptés par rapport à d'autres. Je vais donner l'exemple de l'inositol, qui est un type de sucre naturel qui se donne en complément et qui semble n'a pas avoir des problèmes sur l'accumulation de sucre. L'idée ici, ce n'est pas de moins manger, c'est vraiment de manger mieux et pour avoir un bon équilibre métabolique et aussi cela conduit à un bon équilibre hormonal. Le style de vie, c'est aussi vraiment fait partie de cheval de bataille dans tout problème métabolique. Et là, je veux parler d'exercice physique. Il ne s'agit pas seulement de faire comme du sport. Il suffit de bouger un peu par jour. Chaque mouvement compte et même une balade après un repas peut réduire la glycémie. Dormir suffisamment est très important parce que le sommeil, c'est vraiment le temps où notre corps prend pour se régénérer et le sommeil diminue le stress et le sommeil, comme je dis, régénérer va avec le métabolisme, va avec la mise en place d'un métabolisme de bonne qualité dans notre corps. Faire des exercices de respiration, ralentir, ça ne sert à rien de courir. Il y a un adage qui dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Courir amène des stress chroniques inutiles et le stress conduit à la perturbation de tout notre système hormonal dans notre corps. Donc, nous avons terminé, nous avons parlé du syndrome ovarien polycystique aujourd'hui. J'aimerais quand même en résumé dire ceci que le syndrome ovarien polycystique n'est pas seulement un problème d'ovaire, ce n'est pas un problème des kystes, c'est vraiment un problème généralisé dans tout notre corps, c'est un problème de métabolisme. C'est un signal que notre métabolisme a besoin de soutien. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir sans pression, mais avec bienveillance. Et puis, nous devrons aussi savoir que nous ne sommes pas seuls. J'ai dit que 10 à 15% des femmes en âge de procréer souffrent du même problème. Donc, toutes ces femmes doivent savoir, vous devez savoir que vous n'êtes pas seuls et qu'il y a de l'aide. Il suffit seulement de frapper à la bonne porte. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a parlé, laissez-moi un petit mot en commentaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour plus de contenu doux et utile et partagez-la à une sœur, une cousine, une amie, à quiconque qui pourrait en avoir besoin. Donc, pour terminer, je vous dis vraiment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous vous sentez concerné, encore une fois, parlez-en avec votre professionnel de la santé. Parce que c'est lui vraiment qui pourra vous aider. Une bonne discussion va vous aider et vous allez vous mettre ensemble pour avoir un bon plan d'action. Donc, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il est possible d'avoir un bon plan d'action. Donc, likez, abonnez-vous, commentez votre expérience ou posez vos questions. Merci beaucoup. N'oubliez pas la RDC. N'oubliez pas qu'il y a le problème continue, même si on n'en parle pas, le problème continue. Moi, je ne veux pas arrêter de parler.
Ça a commencé depuis le 15 janvier 2025. Et jusqu'aujourd'hui, le Nord et le Sud Kivu sont toujours pris en otage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.